Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La pandémie du Covid-19 a changé nos vies de fond en comble. Elle a aussi poussé à une accélération de la transformation digitale. D'après des spécialistes, la crise sanitaire aurait fait gagner 5 ans d'accélération numérique, c'est ce qu'ils disent. Mais comment les entreprises peuvent-elles tirer le meilleur parti du digital? Une organisation numériquement mature est celle qui maîtrise et utilise au mieux la technologie digitale. Le numérique et le digital font désormais partie intégrante de l'ADN de nombreuses structures. C'est un processus continu, en mouvement, plutôt qu'un but final. Et pour en savoir plus sur la maturité digitale et sur les moyens d'en faire aussi un levier d'amélioration de l'expérience collaborateur, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Dr Lamia Ben Hayoun, professeur, chercheur en système d'information pour le management à Rabat Business School à l'Université internationale de Rabat. Madame Ben Hayoun, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous en prie, madame. Alors, la crise sanitaire, comme on l'a dit, a transformé nos vies dans de nombreux domaines. Le monde de l'entreprise n'est pas en reste, il a été très impacté. Qu'est-ce qui a principalement changé dans les modes de travail et la relation avec les collaborateurs suite à la pandémie, parce que vous vous intéressez beaucoup à ça? Absolument. Merci beaucoup pour la question qui est tout à fait pertinente. Il faut dire que la question de réorganisation des modes de travail ne date pas uniquement de la crise sanitaire, elle date vraiment de bien avant, plutôt autour de la crise financière. On était très émerveillés par ce qui se passait dans la Silicon Valley, par l'énergie positive, par la productivité des employés. Exactement, c'est bien ça. Et donc là, les dirigeants se sont dit qu'il était pertinent de mettre en place des modes de travail plus flexibles avec des espaces de coworking, des open space pour atteindre justement ces niveaux de productivité similaires à ce qui se passait à la Silicon Valley. Il faut dire que cet écosystème physique marchait très bien avant la crise Covid, mais n'était pas résilient, tout simplement parce qu'il reposait sur une vision qui était très figée de l'action, des lieux et du temps de travail du collaborateur. Souvent, on était au même endroit, en même temps, on réalisait les mêmes actions de façon routinière en utilisant finalement l'infrastructure plutôt physique, en présentiel de l'entreprise. Et donc là, le Covid, il est venu bouleverser tout cet écosystème en imposant le télétravail et surtout, aujourd'hui, l'hybridation du travail. Oui. Donc là, on parle plutôt d'hybridation du temps, puisque on autorise des horaires et des plannings plus flexibles, d'hybridation des lieux avec un travail délocalisé et surtout d'hybridation des actions en intégrant la dimension digitale à un certain degré. Et donc là, par exemple, il y a certains pays qui sont même allés plus loin et qui ont poussé l'initiative pour réduire la semaine du travail à 4 jours en capitalisant sur les technologies digitales et pour devenir plus efficaces. Ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas eu la pandémie. Est-ce que, pour ceux qui disent que ça a été accéléré, est-ce que vraiment ça a été accéléré? Alors, il est vrai que l'usage des technologies digitales durant la crise sanitaire a démontré qu'on pouvait être efficace autrement. Oui. Mais dire qu'il y a eu une accélération de la transformation digitale, c'est vraiment à l'heure. Donc d'ailleurs, plusieurs études aujourd'hui le prouvent. Certes, on est devenu compétent sur certains outils qu'on a utilisés massivement comme Teams, comme Zoom, comme Skype, comme DocuSign, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on a implémenté une transformation digitale réussie. Oui. Elle a été partielle, elle est efficace sur le court terme, durant la période Covid et en post-Covid, mais ce n'est pas une transformation pérenne. Ok. Donc, justement, certaines entreprises ont su anticiper et ont réussi à s'adapter vite à la nouvelle donne. Au confinement, au travail à distance, même dès les premiers mois, d'autres beaucoup moins. Et au cœur de la réussite et de l'échec, il y a bien sûr la digitalisation. À quel point l'alignement ou non avec l'ère du digital a impacté les entreprises au Maroc et dans le monde? Il y a des entreprises qui ont enregistré de grosses pertes, il y en a même qui ont baissé le rideau. Bien sûr. Alors, il faut dire que même si la transformation digitale finalement n'était pas complète, n'était pas réelle, elle était partielle, elle a été efficace. Et les entreprises qui n'ont pas vraiment réussi ce pari d'intégrer rapidement le digital, elles ont vu leurs salariés rentrer dans un état vraiment de détresse psychologique, avec un sentiment d'isolement, avec un sentiment de manque d'information qui dominait. Donc le télétravailleur avait finalement du mal à se projeter dans le collectif. Il a même perdu ce sens d'adhésion à l'entreprise et cette motivation pour aller plus loin.
Et donc finalement, quand on fait le bilan aujourd'hui, rares sont les entreprises qui ont vraiment réussi le pari de la transformation digitale. Oui. Rares sont celles qui comprennent c'est quoi la transformation digitale et ce sont quoi les technologies digitales. Oui. Avant de détailler ce point, c'est quoi la transformation digitale et c'est quoi la maturité digitale, je crois savoir que vous avez mené une recherche au Maroc et en France pour accompagner les entreprises dans la digitalisation. Et quel constat avez-vous dressé à l'issue de cette enquête? Quels sont les principaux résultats de cette enquête? Merci pour la question. Donc là, je vais retracer quand même assez brièvement l'historique de cette recherche. Il faut dire que nous, en tant que scientifiques, on est plutôt intéressés par les résultats académiques. Le cas particulier de cette recherche était qu'elle a émané des besoins qui ont été exprimés explicitement par des partenaires en région d'Île-de-France et aussi au Maroc. Alors, les entreprises, durant la crise sanitaire, étaient plutôt focalisées sur les problématiques de productivité et de performance et ne savaient vraiment pas comment mettre en place le digital pour transformer les modes de travail et assurer une certaine, flexibilité, une certaine évolution vers un mode beaucoup plus flexible qui intègre le digital. Et là, vous parlez de toutes les entreprises, toutes activités confondues. Alors, au début, ça avait commencé avec des petites entreprises industrielles sur la région Rhône-Alpes et aussi sur la région Île-de-France. Et là, le projet, franchement, on était surpris. Ça a vite attiré d'autres entreprises dans d'autres secteurs et dans d'autres pays, tout simplement parce qu'il y avait ce besoin éminent de comprendre qu'est-ce qui se passe chez nos homologues, qu'est-ce qui se passe chez nos concurrents, quelles sont les bonnes pratiques au niveau des secteurs. Suis-je sur la bonne voie en termes de stratégie digitale? Surtout que la question était tout à fait imminente avec le contexte de crise sanitaire et avec les chutes de performance que plusieurs entreprises, même les multinationales, ont vécues. Et donc là, il y a bien sûr eu plusieurs résultats. Je ne vais pas étaler. Voilà, donc je vais vraiment en citer les trois principaux. Oui. Alors, le premier résultat est que le degré d'intégration des technologies digitales, et donc là je vais parler de trois technologies en particulier, donc l'intelligence artificielle, le cloud computing et les analytics. Donc cette intégration, elle dépendait très étroitement du contexte socio-économique de l'entreprise, de sa taille, de ses caractéristiques démographiques, du tissu du pays, de sa culture aussi et de sa structure. Donc on ne va pas mettre en place ces technologies-là de la même façon quel que soit le contexte de l'entreprise et quelles que soient ses priorités de performance stratégique ou opérationnelle. D'ailleurs, on a d'ailleurs réalisé qu'il est nécessaire d'établir une sorte de complémentarité entre tout ce qui est présentiel digital et distanciel digital en fonction de la nature de l'activité. Oui. Typiquement, si on prend des activités d'innovation qui nécessitent du hasard, de la sérendipité, des échanges en face à face, l'expression du visage pour développer des nouvelles idées, là, le présentiel, bien sûr, est nécessaire. Mais si on prend des activités plutôt avec un périmètre concis, prédéfini, les télétravailleurs étaient beaucoup plus efficaces depuis chez eux que depuis l'entreprise. Voilà, donc ça, c'était le premier constat. Un second constat qui est très intéressant est que la transformation des modes de travail doit absolument s'accompagner d'une transformation de la stratégie et de l'expérience collaborateur. Au début, on avait commencé la recherche à travers la question des processus opérationnels, parce qu'on était orienté performance, et la question aussi de la production. Et après, on s'est rendu compte que finalement, il y a toute une complémentarité entre la stratégie, les process et l'expérience collaborateur. Et donc là, un point intéressant justement dont on parle aujourd'hui, c'est la digitalisation de cette expérience-là, en essayant d'imaginer des alternatives au contact physique, en intégrant les technologies digitales, typiquement des jeux sérieux, des avatars, la réalité. Oui, parce que là, vous abordez des choses c'est ça qui m'a paru très intéressant, qui peuvent paraître banales, comme la pause café, qui permettait de discuter. Il y avait un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Absolument. Et puis il y a même des cas de dépression. Bien sûr. Il y a une grande détresse pendant les 2 dernières années. Et voilà, et ça, vous en parlez. L'humain est au cœur. Il n'y a pas que la technique. Bien sûr, il n'y a pas que la technique. C'est surtout une transformation humaine. Tout simplement parce qu'on est un être social. On a besoin de ces échanges. On a beau mettre en place des alternatives qui se basent sur le digital, mais on n'est pas des robots. On a besoin d'avoir le regard de l'autre, de s'exprimer, de voir le sourire. Même les masques, ça a empêché d'avoir les sourires et donc ça a empêché une communication efficace. Donc ça a aussi été un résultat très important de la recherche. Et un dernier constat, et pas des moindres, et qui m'intéresse d'ailleurs moi en tant qu'académicienne, c'est que on a vite pris conscience qu'il y a un gap énorme en termes de compétences entre ce qui est demandé dans le marché du travail
et ce qui existe aujourd'hui dans les cursus universitaires et cursus scolaires, notamment en intelligence artificielle, en blockchain, etc. Et donc là, en ce qui concerne le Maroc. En ce qui concerne surtout le Maroc. En fait, on a observé un peu la même chose en France et dans d'autres pays, mais dans le Maroc, c'était très flagrant en ce qui concerne l'IA, la cybersécurité surtout. Et c'était l'occasion pour nous de revoir les programmes en intégrant les préceptes de la blockchain, de l'IA, des analytics, pour être précurseur sur ce marché qui va être très demandeur dans l'avenir. Oui. Alors, Madame El Hayoun, on entend beaucoup parler de transformation digitale depuis quelques années. Mais quelle est la différence entre la transformation digitale et la maturité digitale? Est-ce que c'est la même chose? Absolument pas. Et justement, vous soulignez un point très important. Alors, la transformation digitale ne touche pas uniquement la dimension technique. C'est une transformation holistique qui doit s'aligner avec la stratégie globale de l'entreprise en capitalisant sur l'humain, sur la techno, etc. La maturité digitale, c'est un processus échelonné qui va reposer sur l'aptitude de l'organisation à faire bon usage du capital intellectuel de ses employés, de ses données, de ses processus, de sa structure, de sa culture, pour atteindre des niveaux de performance idéal, tout en respectant et surtout les contraintes éthiques et réglementaires autour de la techno et autour des données. Donc là, vous parlez de contraintes éthiques. Oui. Vous visez quoi exactement? Alors, aujourd'hui, avec l'ère du big data, il y a beaucoup de problématiques de biais technologiques, de biais algorithmiques. On peut, par exemple, rapidement tomber dans le piège de la discrimination. Si je prends, par exemple, des entreprises comme Amazon, qui ont essayé de mettre en place l'IA pour le recrutement, elles se sont rendues compte qu'au bout de, je pense, de 6 mois de recrutement, elles écartaient les femmes puisqu'elles avaient un certain retard en raison de leur congé de maternité. Elles écartaient certaines races. Voilà, donc l'IA est toujours sujette à des erreurs. Et donc, pour atteindre et pour être mature d'un point de vue numérique, il faut bien sûr prendre conscience de ces problématiques éthiques et autour des données, autour des technologies. Oui. Alors, beaucoup d'entreprises au Maroc sont confrontées à des problématiques technologiques, de gouvernance, de sécurité, de qualité d'exploitation, parce que c'est un domaine quand même que ne maîtrisent pas beaucoup d'entreprises, pas que les petites d'ailleurs, même les grandes. Comment on peut aider ces entreprises à dépasser ces problèmes et à gérer leur data? C'est une question tout à fait pertinente. Alors, c'est vrai que la crise n'a fait qu'accentuer les problèmes de cybersécurité et de gouvernance qui existaient déjà avant et qui empêchaient les entreprises d'exploiter le potentiel, donc le full potential des technologies. Juste à titre d'information, si on prend le premier mois de la pandémie, donc le mois de février en 2019, le nombre de cyberattaques sur ce mois était 4 fois le nombre de cyberattaques sur toute l'année 2018. Comme quoi, vraiment, la crise elle a accentué cette problématique de cybersécurité. Et donc, justement, il faut savoir accompagner ces entreprises puisqu'elles sont plutôt orientées sur tout ce qui est productivité et performance, en leur fournissant des capacités et des agences spécialisées pour les accompagner. Et donc là, on retrouve 3 types d'acteurs. On retrouve tout d'abord l'État, donc les pouvoirs publics. Aujourd'hui au Maroc, il faut dire que moi j'étais franchement très surprise à mon retour au Maroc de voir qu'il y avait une vraie prise de conscience autour de la problématique du digital. L'État est conscient qu'il n'y a pas d'avenir sans le digital. Il y a d'ailleurs mis en place plusieurs initiatives à travers les décennies qui ont évolué avec la turbulence socio-économique. Mais finalement, on se rend compte que la transformation digitale, c'est le fruit d'initiatives individuelles des entreprises. L'État ne peut avoir qu'un rôle de chef d'orchestre. Il a une vision globale, une vision macroscopique. Il connaît ce qui se passe dans les régions, dans les secteurs. Il est le plus à même à développer cette sorte de synergie entre les régions et à surtout mettre en place un cadre réglementaire autour de la technologie et des données. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise a atteint la maturité digitale? Alors, la maturité est un processus échelonné, comme je l'ai dit. Alors, même si ce n'est pas standardisé, puisque ça dépend finalement des particularités sectorielles de l'entreprise, il peut être structuré. Donc, il y a 3 phases. Il y a une phase d'écoute. Tout passe par un audit, une évaluation. Je dois comprendre quels sont mes besoins. Avant de maturer, c'est comme pour un aliment, pour une plante, pardon. Il faut comprendre les besoins. Donc, on passe par une phase d'écoute et d'audit pour comprendre les besoins, pour faire une évaluation des capacités internes. Ensuite, on va faire une confrontation entre les besoins et capacités et entre les ressources existantes et potentielles dans le futur.
Et c'est à partir de cette étape qu'on va mettre en place un vrai processus de changement en choisissant les actions prioritaires et en se projetant sur le long terme. Donc, ce n'est pas une stratégie qu'on va venir importer et qu'on va appliquer. Absolument c'est surtout pas ça. C'est d'ailleurs l'erreur qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on a tendance vraiment à imiter les success stories puisqu'on est pressé. C'est ça. Et donc, un autre point dans la maturité digitale, c'est que ce n'est pas uniquement la dimension technique. Certes, il faut mettre en place de façon incrémentale un bon parc technologique. Et ça, c'est une vraie difficulté pour le Maroc. Tout simplement, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne parle plus d'ère digitale, on parle même d'ère post-digitale. On parle des technologies très avancées comme la blockchain, comme l'IA, comme la réalité augmentée, alors que le Maroc, on vit encore l'ère digitale avec les réseaux sociaux, les réseaux mobiles, le cloud, etc. La difficulté pour le Maroc, c'est qu'il est nécessaire de mettre en place les deux générations à la fois. Et en plus, accompagner ces changements avec des évolutions de structure, de modes de travaux agiles, et aussi une évolution de la dimension humaine, puisqu'il ne faut pas brusquer les êtres humains et remettre en cause l'existence de certains métiers. Effectivement. Quand vous avez parlé de cyberattaque, ça me pousse à évoquer quelque chose. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la circulation de l'information. Et vous m'avez dit que l'information qui a circulé durant cette période, elle est supérieure à l'information qui a circulé, qui a circulé depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est impressionnant, expliquez-nous. Alors, là, aujourd'hui, on parle de Big Data. Alors, c'est quoi les Big Data? C'est justement pour répondre à votre question. Alors, les Big Data, c'est des données qui sont générées de façon très rapide, des données qui sont très volumineuses, qui sont très variables et qui ont un caractère plutôt véridique. Donc, on parle des 5V de la Big Data. Alors, depuis le début de l'humanité, avant le numérique, avant l'Internet, etc., jusqu'en 2003, on a généré 10 à la puissance 23 octets de données. Donc, on génère aujourd'hui le même nombre de données en 10 secondes. Donc, vous voyez la rapidité, exponentielle, plus qu'exponentielle. C'est plus qu'exponentiel et ça va aller crescendo dans les années à venir. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de laboratoires de recherche comme IBM et Google cherchent la suprématie quantique parce que ça dépasse les puissances de calcul humaines. Ça dépasse, effectivement. Alors, la digitalisation n'est plus une option, ça on l'a compris, c'est une réalité qui s'impose, mais pas à la même vitesse. Comment peut-on réduire les gaps générationnels dans le monde de la digitalisation, et spécialement au Maroc? Parce que nous vivons de véritables gaps quand même. C'est un vrai problème. En fait, revenons à la maturité digitale. Donc, réduire les gaps générationnels, c'est finalement mettre en place un certain niveau de maturité digitale qui est un peu standard. Donc là, on observe qu'il y a des disparités de maturité entre les entreprises d'un côté et la population, et au sein même de la population. Donc si on regarde tout simplement juste les millennials et les baby-boomers, ils n'ont pas la même compréhension du digital et pas du tout le même usage. Le problème, c'est que l'électronisme va surtout mettre en péril l'existence de certaines tranches. Alors, par exemple, les seniors de la société, les personnes qui sont situées dans des régions excentrées. Le problème reste de devenir vraiment beaucoup plus persistant, surtout que tout est en train d'être digitalisé. L'administration publique, la santé, la sécurité sociale, la formation. Donc là, il va vraiment, comme vous l'avez dit, falloir mettre en place des actions imminentes pour anticiper ce gap générationnel. On sera dans une discrimination digitale. Absolument. Alors, il y a plusieurs initiatives qu'on peut mettre en place et qui sont déjà installées et implémentées à travers les instances gouvernementales. Tout d'abord, l'accès numérique devrait devenir un droit pour tout le monde. Aux étudiants, à travers des outils et des plateformes de connexion pour assurer un bon niveau éducatif, à toutes les tranches de population pour se former aux outils digitaux de base et développer une sorte d'autonomie, surtout lorsqu'il s'agit des procédures administratives qui vont s'appuyer dans l'avenir sur le digital, et surtout sensibiliser à la question des données personnelles. On ne se rend pas compte des dangers des réseaux sociaux sur notre vie privée et aussi sur notre vie professionnelle. On peut aussi imaginer des initiatives au niveau communal avec un responsable de l'inclusion numérique qui va établir une sorte de vision assez régionale avec la contribution des bénévoles et des associations. On peut imaginer des prix et des récompenses pour les entrepreneurs dont les initiatives ont un impact social et qui peuvent être généralisées dans tout le royaume. Et pourquoi pas une chaîne TV, donc une chaîne TV qui est orientée uniquement sur le digital et qui va faire intéresser la population à ces thématiques de façon ludique. Oui, s'il y a eu ce gap, c'est parce que les choses ne se sont pas passées aussi progressivement chez nous.
qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont atterri du jour au lendemain et qu'on n'a pas été préparé. La société n'a pas été préparée et qu'il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de classes sociales et qu'on se retrouve aujourd'hui. Il y a de la résistance aussi qui se développe. Il y en a qui font de la résistance. Absolument. Il y a de la résistance à aller vers le digital et qui disent... Voilà. Et en fait, on a remarqué qu'il y a... c'est un peu surprenant. On aurait dû s'attendre à ce qu'il y ait plus de motivation et plus d'intégration du digital dans la deuxième phase du Covid plutôt que dans la première phase. Alors que c'était plutôt le contraire. Il y avait plus de motivation, plus de volonté d'aller sur le digital, plus de volonté de développer de la résilience durant la première phase que durant la seconde phase. Donc le digital, s'il n'est pas bien implémenté, et peut créer l'effet contraire avec du techno-stress et avec de la démotivation finalement. Dernière question, Madame El Hayoun. En 2007, le Royaume a entériné sa transformation numérique avec la création de la première agence dédiée à ça, l'Agence de développement du digital, ADD, chargée d'établir une stratégie nationale baptisée Digital 2025 avec l'ambition de devenir un hub digital régional et continental. Avons-nous les moyens de réussir ce pari ou est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour devenir ce hub régional du digital? Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, sous l'orientation éclairée et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Sallallahu Alayhi wa Sallam, il y a eu plusieurs instances gouvernementales qui ont été mises en place pour accompagner la transformation digitale au Maroc dans l'ADD. Mais il n'y a pas que l'ADD, il y a l'ADD, il y a des instances spécialisées dans le CESE. Il y a tout un ministère d'ailleurs qui a été créé autour de la question du digital et de la réforme de l'administration. Il y a un observatoire qui parle uniquement de la souveraineté digitale. Donc oui, on est sur la bonne voie. On a commencé à développer les bonnes réflexions dans ce sens. On possède en interne, et on s'en rend pas compte, les capacités pour tirer profit des compétences digitales. On a des experts qui peuvent accompagner les entreprises. On a des laboratoires de recherche qui font des choses extraordinaires, mais qui malheureusement ne font pas l'effort de vulgariser et de transférer les connaissances académiques vers la sphère socio-économique. Ça reste quand même assez ponctuel. C'est ça la principale faille. C'est ce qui manque. En fait, ce qui manque, c'est un effort de transfert. Le ministère aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de l'industrie œuvre dans ce sens, mais ça reste des initiatives très ponctuelles au niveau de quelques universités et de quelques régions. Il faut vraiment développer ce qu'on appelle des partenariats hélices en intégrant les universités, les laboratoires et l'industrie avec une vision de productivité et de plus de pragmatisme. Il faut avoir dans la tête de développer un écosystème global avec la contribution de tous les acteurs, une contribution définie. Et ce qui manque et ce qui a toujours manqué au Maroc, c'est surtout le suivi et le contrôle. Parce qu'à chaque fois qu'une initiative est mise en place, il y a toujours la bonne volonté, il y a toujours les bonnes idées, mais à un certain moment, on se perd, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le bon suivi, il n'y avait pas le bon monitoring à travers les bons indicateurs de performance. Donc là, il faut vraiment s'assurer qu'on ne va pas passer à une étape de maturation digitale avant d'avoir validé la première avec les bons indicateurs. Et donc, en fait, pour finir, je dirais que c'est vrai que les technologies digitales offrent un énorme potentiel, mais il ne faut pas se jeter sur ce potentiel en oubliant la dimension humaine. Tout simplement parce que ça risque de heurter les consciences, parce que ça risque de brusquer les humains, surtout dans un contexte socio-culturel très particulier comme le Maroc. C'est une transformation qui est humaine, qui est éthique et qui est sobre avant tout. Oui, et qu'il y ait de l'équité, qu'il n'y ait pas une partie de la population qui reste en marge et à la traîne. Merci beaucoup, Dr Lamia Ben Hayoun, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur en système d'information pour le management à Rabat Business School, Université internationale de Rabat. Merci, madame. Avec plaisir, madame. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.